Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Le président de la République par intérim quitte Bamako demain pour Addis Abeba en Éthiopie. Sur place, le président Djankouna Traoré prendra part à la commémoration du cinquantenaire de l'Union africaine. À l'occasion du déplacement à Addis Abeba du président de la République par intérim, le protocole de la République invite à l'aéroport international Bamako-Sénou demain, vendredi 24 mai, les membres de la délégation présidentielle à 8 h, les membres des corps constitués désignés à 8h30. Le décollage de l'avion présidentiel est prévu pour 9 h. La situation sécuritaire est calme dans la région de Tombouctou. Le constat a été fait hier par le chef de la MISMA qui a effectué une visite sur le terrain. Pierre Bouyoya y a rencontré les militaires du bataillon Badenia du Burkina Faso et les autorités administratives. Envoyés spéciaux Karunga Konate, Mamari Kone. Journée d'écoute et d'échange, cette visite de terrain a permis au chef de la MISMA de s'enquérir des conditions de travail et de vie des militaires burkinabés chargés d'assurer la sécurité de la région de Tombouctou en collaboration avec les forces armées du Mali. Nous sommes installés à la PFA ici, la plateforme aéroportuaire, dont nous assurons la sécurité. Nous patrouillons dans la ville de Tombouctou et ses environs à côté de nos frères maliens. Et nous avons également déployé une compagnie renforcée à Goundam, avec un élément de l'escadron de gendarmerie du Mali qui permet au bataillon de rayonner au-delà de Tonka, Diré, Tindirma, la vallée des lacs Télé, Oro et Fagibine. De l'exposé du commandant du bataillon burkinabé, il ressort que grâce aux efforts déployés sur le terrain, on constate le retour des ONG, la reprise du trafic routier, une légère baisse des activités criminelles et la reprise des activités économiques. La délégation de la MISMA s'est ensuite rendue à la résidence du gouverneur où elle a échangé avec les autorités administratives, politiques et la société civile. Globalement, la visite a répondu à mes attentes, aux attentes de mes collaborateurs. Nous voulions nous rendre compte de la situation réelle sur le terrain. Je crois que ça a été largement fait. Nous avons eu l'occasion d'encourager nos troupes qui sont là, mais aussi de donner un message d'encouragement et de solidarité à l'administration qui est en train de se réinstaller. Lors de cette rencontre, le gouverneur de région et le président du comité de crise ont largement rappelé les calvaires vécus par la population de Tombouctou pendant la période d'occupation des islamistes. Nous avons constaté que les populations qui sont restées sur place sont disponibles pour accueillir leurs frères qui, pour différentes raisons, sont partis. Mais il faut des programmes pour favoriser cela, pour soutenir cela. La délégation s'est rendue au gouvernorat où les djihadistes avaient élu domicile. Elle s'est également rendue à la mosquée de Djingareber avant de visiter le site d'hébergement des troupes burkinabées à l'aéroport de Tombouctou. Nous restons à Tombouctou où vient de séjourner l'Union de fusion et de liaison, une structure qui milite pour la lutte contre le terrorisme. Elle est composée des agents de sécurité et des journalistes des 8 pays du champ et a pour objectif de contrecarrer l'intoxication en véhiculant des informations fiables par rapport à la situation sécuritaire au nord du Mali. Le reportage est de Adama Djimbi. L'Union de fusion et de liaison est un mécanisme mis en place contre le terrorisme et le crime organisé à travers les 8 pays du champ. Algérie, Mali, Burkina, Niger, Nigeria, Tchad, Libye et Mauritanie. Lors de la séance de travail, le commandement militaire a exposé la situation sécuritaire et les mesures prises. Des patrouilles en passant par l'intervention de la force Serval et celle de la MISMA jusqu'à l'implication des populations civiles, rien n'a été occulté. En somme, la mission a pu apprécier la réalité sur le terrain. Ça nous permettra à ce niveau de véhiculer les vraies informations par rapport à la situation de sécurité qui prévaut dans la zone nord. Ce qui est important, c'est que l'activité commerciale, l'activité artisanale, l'activité de la population commence à revenir avec une certaine confiance. Ce qui est important, c'est que la population sente qu'elle est en sécurité et que tout va bien. C'est ce qui est notre trésor et c'est sur cet axe-là qu'il faut travailler et qu'il faut rassurer la population. Je crois qu'on est à un stade assez avancé en matière de sécurisation de la zone.
L'Union de fusion et de liaison regroupe les agents de sécurité, les journalistes et les membres de la Ligue des oulémas des pays du Sahel. Occasion pour ces derniers de prôner la paix et la tolérance religieuse. L'administration se met en place tout doucement dans les régions du Nord. Pour l'aider dans son installation, plus d'1 milliard de francs CFA de matériel vient de lui être remis. Un matériel composé de mobilier de bureau et de consommables entièrement financé sur le budget national. La cérémonie de remise s'est déroulée à la Maison du Hadj en présence de Alouseni Touré. Cette importante quantité de matériel de bureau et de consommables est un pas important vers le retour effectif de l'administration dans les régions nord de notre pays. En tout cas, le ministère de l'administration territoriale veut pourvoir ce qu'il considère comme les premiers besoins. Ce matériel est destiné aux régions de Tombouctou, de Gao, Kidal et une partie de Mopti, à savoir les cercles de Tenenkou, de Louarou et de Donza. C'est du matériel composé de mobilier et matériel de bureau, à savoir des tables, des réfrigérateurs et aussi de matériel informatique, des ordinateurs. Je tiens à préciser que ce matériel est réalisé dans le cadre du retour de l'administration dans les 3 régions et les 3 cercles de Mopti. Cela dénote de la volonté ferme et infaillible des autorités de faire retourner l'administration dans toutes ces régions et aussi de s'appuyer sur nos structures déconcentrées, bien évidemment dans le cadre des élections, pour qui c'est le rôle dévolu à ces structures et qui constituent vraiment un maillon essentiel dans la chaîne électorale. Le matériel ainsi fourni, embarqué et convoyé vers le nord permettra à l'administration générale, cheville ouvrière de toutes les actions de l'État, de s'installer en attendant des lendemains meilleurs. Cependant, certains travailleurs de l'État, notamment ceux de la fonction publique des collectivités, patientent encore, faute de moyens. Mais le département rassure. Ce problème est en train d'être géré à un autre niveau et je vous donne l'assurance que du moment où le matériel est fait pour les hommes, et si on réalise le matériel, on ne va pas oublier les hommes. L'exemple de l'administration territoriale doit faire des émules au niveau des autres départements en vue du démarrage effectif des activités dans les régions concernées. Le président de la République par intérim a adressé aujourd'hui un message de remerciement au Premier ministre du Japon suite à l'annulation de la dette relative à la vente de 10 000 tonnes de riz contractées par le Mali auprès de son pays en 1983. La mobilisation internationale se poursuit en faveur du Mali. La coordination des Nations Unies vient de mobiliser 116 millions de francs CFA pour notre pays. Cette somme devra permettre de gérer quelques instances de l'après-conflit. Et pour identifier les besoins, la coordination des Nations Unies a organisé une rencontre. Les détails avec Fatoumata Kone. Chaque année, les Nations Unies lancent un appel de fonds humanitaires pour un pays en cas de besoin. Cette année, les regards sont tournés vers le Mali. Pour ce faire, les Nations Unies ont pu mobiliser 116 millions de dollars, soit près de 58 milliards de francs CFA. Les initiateurs de cette rencontre doivent examiner cette cagnotte en vue de son amélioration selon les besoins exprimés par notre pays. L'appel consolidé de 2013 pour le Mali est aujourd'hui financé à 28%. Environ 116 millions de dollars ont été mobilisés des 410 millions de dollars que nous avons sollicités. Cette révision est nécessaire au moment où le nombre de personnes ayant besoin d'une assistance humanitaire alimentaire immédiate au Mali a presque doublé. Nous sommes passés de 747 000 personnes au début de l'année à 1,4 million. L'assistance alimentaire, la scolarisation, la santé sont entre autres domaines à parfaire au nord du Mali pendant cette période post-conflit. Des domaines spécifiques qui demandent surtout le soutien des partenaires techniques et financiers. C'est pourquoi la coordination humanitaire des Nations Unies a organisé cette rencontre. Cela à travers son programme intitulé « Calendrier processus de l'appel consolidé ».
Le gouvernement également a été évalué à peu près à 10, 12, 13 milliards sur lesquels nous avons pu mobiliser à peu près 30%. C'est pour dire que la mobilisation continue et que ce sont ces ensembles-là qu'il faut mettre en pour voir quel est le besoin réel. Mais de façon générale, je pense que même au niveau de Bruxelles, beaucoup d'annonces ont été faites. Nous espérons que les besoins seront couverts. Cette rencontre devra permettre également aux ONG, organisations internationales, de finaliser un draft dans lequel les organisations tablent sur le mois de juin pour le démarrage des activités de soutien au Mali. Voilà, il s'agit bien de 116 millions de dollars, soit environ 58 milliards de francs CFA mobilisés par la coordination des Nations Unies pour le Mali. Plus de 210 millions de francs CFA, c'est le montant des fonds alloués à la société civile par le Canada, appelés Fonds d'appui à la société civile, FASC. Ces fonds permettront d'accompagner la société civile à travers 11 projets œuvrant dans les secteurs de la justice et des droits humains. Moussokora Konati. À travers ce fonds d'appui à la société civile FASC, le Canada veut montrer sa volonté de rester aux côtés des populations maliennes et s'assurer que les droits humains sont connus et respectés malgré la crise. Ce fonds se veut un mécanisme flexible permettant de répondre à l'évolution de la situation et préconise un équilibre entre la nécessité de répondre à des besoins immédiats et une approche plus structurée avec des effets à plus long terme pour accompagner les Maliennes et les Maliens dans la résolution de crise et dans la transition démocratique. Plus de 210 millions de francs CFA sont mis à la disposition de la société civile pour financer 11 projets. Le ministre de la Justice s'est réjoui de la pertinence de ces projets qui, selon lui, seront des apports incontestables dans le respect des droits humains. Malik Koulibaly a par ailleurs exhorté les promoteurs des différents projets à fournir plus d'efforts pour que les résultats soient à hauteur de souhait. Les justiciables vous regardent. Les justiciables doivent savoir compter sur votre engagement sans faille. L'appui à la mobilisation de la société civile dans le secteur de la justice constitue la troisième composante du projet d'appui au développement de la justice PRODEJ. Le Canada est le chef de file des partenaires du secteur de la justice au Mali. L'objectif de cette composante du PRODEJ est d'encourager une participation active de la société civile dans la mise en œuvre de la réforme de la justice afin d'accroître la demande pour une justice saine, transparente et efficace. Les domaines d'intervention retenus sont l'accès à la justice, la protection et la promotion des droits humains avec un accent particulier sur les droits des femmes. Le programme d'activité du ministère de l'Environnement et de l'Assainissement a été présenté ce matin aux partenaires techniques et financiers. Les lignes de ce programme sont entre autres la consolidation des activités d'assainissement et la préservation de l'environnement. Les partenaires de leur côté ont réitéré leur appui au département. Agali Agissa. Les actions prioritaires du département en charge de l'environnement pendant et après la transition sont ambitieuses. La feuille de route du département présentée aux partenaires techniques et financiers s'inscrit en droite ligne du renforcement des actions de cohésion sociale et de protection de l'environnement. J'ai informé les partenaires techniques et financiers de ce qu'est ma vision en tant que ministre de l'Environnement et de l'Assainissement. J'ai constaté qu'il y a une grande synergie entre mes lignes directrices et la vision des partenaires techniques et financiers. L'assainissement de la capitale reste une des préoccupations du ministre en charge du secteur. En dehors des actions de curage des caniveaux déjà en cours, le ministre a informé les partenaires techniques et financiers du plan d'urgence d'assainissement de la ville des Trois Caïmans. Un projet dont la mise en œuvre doit coûter environ la somme d'1 milliard de francs CFA. Nous continuons à nous battre pour trouver les ressources pour mettre en œuvre le plan d'urgence avant le début de l'hivernage. Les partenaires techniques et financiers ont reconnu la pertinence des actions futures et ont réaffirmé leur soutien. Nous avons discuté aujourd'hui un certain nombre d'activités comme le Fonds Climat, qui est une initiative très importante du Mali. Nous sommes plusieurs qui sont prêts à participer non seulement au financement de ce fonds, mais aussi au comité de pilotage pour le bon fonctionnement de ce fonds. La célébration de la 14e édition de la quinzaine de l'environnement du 5 au 17 juin 2013 a été portée à la connaissance des partenaires.
L'Agence de l'environnement et du développement durable doit mobiliser environ 40 millions de francs CFA pour organiser cette quinzaine qui célèbre à la fois la journée mondiale de l'environnement et celle de lutte contre la désertification. Environnement toujours avec le Conseil national de l'environnement. C'était ce matin. Les échanges ont porté sur le transfert de compétences aux collectivités territoriales dans le domaine de l'assainissement. Les recommandations issues de la réunion permettront d'enrichir le projet de décret qui sera soumis à l'approbation du Conseil des ministres. Adama Kodjo. Examiner le rapport et l'avant-projet de décret fixant les détails des compétences transférées aux collectivités territoriales dans le domaine de l'assainissement. Voilà l'objet de cette rencontre du Conseil national de l'environnement. L'avant-projet vise à doter notre pays d'un texte réglementaire pour l'implication effective des collectivités dans les actions d'assainissement. On voit que les différents niveaux de collectivités et l'État se rejettent la responsabilité de la gestion de l'environnement. Dans ces projets de texte, il est précisé qui doit faire quoi à quel niveau. C'est-à-dire au niveau de la commune, par exemple, la commune doit faire quoi. Nous avons estimé, par exemple, qu'au niveau de la commune, c'est la commune qui doit s'occuper du curage des caniveaux, qui doit s'occuper des balayages, qui doit s'occuper des latrines, etc. À un autre niveau, au niveau du cercle, c'est le cercle aussi qui doit s'occuper certainement des dépôts de transit, parce qu'un dépôt de transit, il ne doit pas être fait pour une seule commune, mais il y a aussi des responsabilités un peu transversales. Les documents soumis à l'appréciation du Conseil sont le résultat d'une série d'ateliers tenus à Ségou et Sikasso. Ces rencontres ont regroupé les acteurs impliqués dans la gestion de l'environnement. Les membres du collectif des exploitants miniers de Kobada et Faroko déguerpissent des mines haussent le ton. Ils viennent d'organiser un meeting au CICB. L'objectif était de porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale les problèmes qu'ils vivent en ce moment. Reportage de Agali Agissa. La salle Fanta Demba de 350 places, prise d'assaut par les déguerpis des sites d'or de Kobada. Pour une seule cause. Nous demandons à l'État le retour des Européens sur les sites et engager avec ceux-ci dans un bref délai des réflexions sur leur activité afin que de tels événements ne se reproduisent plus. Plusieurs hommes politiques, dont le secrétaire général du parti Sadi Oumar Mariko, ont réitéré leur soutien au collectif des exploitants miniers. Auparavant, les organisateurs du meeting avaient fait observer une minute de silence à la mémoire des soldats tombés sur le champ de l'honneur. Et la médiation entre l'État et les orpailleurs traditionnels déguerpis des sites de Faroko et Kobada se poursuit. Elle est menée par la Chambre des mines. Le président de la Chambre des mines a effectué hier un déplacement sur les deux sites pour recenser les doléances des différentes parties afin de trouver une solution rapide à cette situation. Mohamed Diarra. Voici ce qui reste des sites d'orpaillage de Faroko et Kobada. Nous sommes dans le secteur de Kangaba. Les occupants ont sévèrement endommagé l'écosystème avant d'être déguerpis par les forces de sécurité le samedi 11 mai dernier. Le site de Faroko est dans un état de délabrement total. Ici, on ne parle là que de désespoir et de désarroi. C'est la détresse, vraiment, il faut le reconnaître. C'est déplorable. Suite à cet événement, les responsables de la Chambre des mines sont venus faire l'état des lieux. Une visite qui n'a pas pour but de remuer le couteau dans la plaie, tout au contraire. Aujourd'hui, le secteur de l'orpaillage connaît vraiment des événements peu heureux. En tout cas, qui n'est pas profitable ni pour nous les acteurs, ni pour l'État. Aujourd'hui, le site est entre les mains de l'entreprise AGG, propriétaire du permis. La délégation de la Chambre des mines a échangé avec les autochtones des deux villages, les forces de sécurité et le représentant de l'entreprise AGG. Les forces de l'ordre disent avoir reçu l'ordre de déguerpir les occupants compte tenu de l'insécurité qui régnait sur les sites. Le message que j'ai à l'endroit de la population, ça c'est il faudrait qu'ils mettent au devant de tout l'esprit patriotique, c'est-à-dire rester derrière la loi. Une demi-journée d'échange avec à l'arrivée des messages d'apaisement. J'avoue que je sors de cette mission très satisfait, très content, parce que l'espoir est permis, parce que j'ai écouté toutes les parties.
Et il se trouve que vraiment, il y a une incompréhension. Aujourd'hui, il est plus que jamais urgent de trouver une solution rapide à cette situation. Et notez que le sujet sera également évoqué dans l'interview de la semaine. Yaya Konaté reçoit le ministre des Mines. Ce sera après ce journal. En attendant, au deuxième jour des travaux de la 23e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine qui se tient à Addis Abeba en Éthiopie, notre compatriote Maître Soyata Maïga a été élu ce soir au poste de commissaire à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine. La candidature de Maître Soyata Maïga a été fortement soutenue par la délégation malienne présente à Addis Abeba. Depuis 2006, notre compatriote, avocate de formation, était rapporteur spécial des droits de la femme en Afrique et membre de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et suite au double attentat suicide au Niger, le président de la République par intérim a adressé un message de condoléances au président de la République du Niger. Un message ainsi libellé. C'est avec une grande affliction que j'ai appris les deux attentats kamikazes survenus le jeudi 23 mai 2013 contre un camp militaire à Agadez et sur un site d'uranium à Arlit et ont entraîné des pertes en vie humaine et des blessés graves. Je condamne avec la dernière rigueur ces attentats lâches, œuvres de terroristes et narcotrafiquants qui n'ont d'autre but que de semer la terreur et la désolation dans les pays du Sahel. Je salue la réaction énergique des forces armées nigériennes qui a permis de neutraliser les assaillants et limiter les dégâts. Cette réaction est la preuve de son professionnalisme dont nous avions été maintes fois témoins à travers le contingent présent au nord du Mali dans le cadre de la mission internationale de soutien. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple du Mali, de son gouvernement et en mon nom propre, vous adresser, ainsi qu'au peuple nigérien et aux familles des disparus, mes condoléances les plus attristées et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. En vous renouvelant mes sentiments de profonde compassion et de sympathie, je vous prie d'agréer, Excellence Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute et fraternelle considération. Signé le professeur Dionkunda Traoré. De même, le président de l'Assemblée nationale par intérim, les membres du bureau, l'ensemble des députés et le personnel parlementaire ont condamné ces actes terroristes perpétrés au Niger. Sur le plan national, parlons politique. Une année après sa création, le Parti pour l'action civique et patriotique, PACP, a tenu ce matin au Centre international de conférence de Bamako son premier congrès ordinaire. Ce congrès a permis aux participants de revoir les statuts et règlements du parti, entre autres. Reportage de Abdraman Maïga. Au cours de ce premier congrès ordinaire, les délégués venus de toutes les capitales régionales du Mali et du district de Bamako ont fait le toilettage des statuts et du règlement intérieur du Parti pour l'action civique et patriotique, PACP. Ce parti qui a vu le jour au lendemain des événements de mars 2012 veut apporter sa contribution au développement de notre pays. Ce congrès s'ouvre à un moment où notre pays traverse la plus grave crise politico-sécuritaire de son histoire. Cette crise est le résultat de plusieurs années de mauvaise gestion et de manque de justice sociale. C'est donc le lieu pour le PACP de réaffirmer son opposition à l'affairisme, à la gabegie, à la corruption, à l'impunité et au laisser-aller. Ce congrès est également le cadre idéal pour présenter aux délégués les réalisations effectuées par le PACP de sa création à nos jours. Parmi ces actions, il y a la construction et l'équipement de 19 écoles fondamentales, l'accompagnement du gouvernement à la résolution rapide de la crise politico-sécuritaire à travers l'initiation de plusieurs missions en Afrique, en Europe et aux États-Unis d'Amérique. Votre présence à ce congrès prouve votre degré d'engagement pour les idéaux que nous défendons. C'est témoin de la vitalité de notre parti. Vu l'importance de ce congrès, à l'heure des élections présidentielles de juillet 2013, le président du Parti pour l'action civique et patriotique a invité les congressistes à des débats francs et constructifs. Le Parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance renouvelle sa confiance au docteur Oumar Mariko comme candidat du parti à l'élection présidentielle. Le comité central a bouclé ses travaux dimanche dernier dans la capitale du Kénédougou. Depuis Sikasso, le reportage de Sieko Konati.
Venus de toutes les sections du pays pour les assises du 5e comité central du parti, les délégués élus du parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance ont mis 2 jours pour passer en revue l'état de leur organisation politique. L'état de santé du parti est excellent, mais cette excellence se noie dans un pays, dans une situation précaire. Alors donc il est difficile en ce moment de dire que le parti va bien. Mais en tant qu'instrument de conquête et d'exercice du pouvoir, Sadi est plus qu'aujourd'hui debout. La situation socio-sécuritaire du pays et les élections présidentielles du 28 juillet 2013 ont également occupé une bonne place dans les débats. Le comité central a reconduit son choix sur le camarade Oumar Mariko, secrétaire général chargé des relations extérieures du parti, pour briguer la magistrature suprême. Le comité central exige l'organisation des élections transparentes, libres, démocratiques, crédibles sur toute l'étendue du territoire, sous le contrôle exclusif des autorités administratives et sécuritaires du Mali. À cette confiance renouvelée, le secrétaire général du parti répond. J'accepte avec la volonté ardente et avec la décision de porter haut le flambeau du combat et de gagner les élections. Et nous sommes persuadés que nous allons gagner les élections. Des assises qui remontent à bloc le monde du parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance a dit, désormais face au défi de réussir les élections en juillet prochain. Ici à Bamako, l'Union nationale des jeunes musulmans du Mali était face à la presse pour donner sa position par rapport à la prochaine élection présidentielle. C'était au cours d'une conférence qui s'est déroulée au Carrefour des jeunes de Bamako. L'Union nationale des jeunes musulmans du Mali a décidé de ne soutenir aucun candidat. Reportage de Moussa Fani. À quelques semaines de l'élection présidentielle, l'Union des jeunes musulmans du Mali a voulu éclaircir sa position. Devant la presse, son président a dit que l'Union n'est pas favorable à la mise en place des comités politiques dans les mosquées et autres lieux de culte. C'est pour informer tous les membres de l'IJMA, de l'intérieur comme de l'extérieur, que l'installation des bureaux électoraux dans les mosquées et des lieux de culte, ce n'est pas l'IJMA. C'est pour désolidariser l'IJMA à cet acte et à cette initiative. L'IJMA invite le gouvernement à aider le Haut Conseil islamique à renouveler son bureau ou à mettre en place un comité islamique provisoire. Le mandat du Haut Conseil est épuisé depuis 6 mois. On a demandé au gouvernement de mettre en place un comité islamique provisoire pour gérer l'affaire courante des musulmans avant les élections générales de 2013. Au terme de la rencontre, les membres de l'IJMA ont formulé des bénédictions pour la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Parlons coopération à Caille. Le vice-président de la région Île-de-France, Roberto Romero, accompagné d'une forte délégation, vient de séjourner dans la région. La délégation française a échangé avec les autorités et les associations sur la reprise de la coopération décentralisée entre l'Île-de-France et la région de Caille, suspendue à la suite des événements de mars 2012. Reportage de Mahamadi Alioubari. Cette visite a permis au vice-président de la région Île-de-France, Roberto Romero, et à sa délégation d'échanger avec les autorités administratives, politiques et les associations sur les projets déjà réalisés par le Conseil régional de Caille. Des projets financés par la coopération Île-de-France et ses partenaires et qui concernent les secteurs de l'éducation, la santé. Les échanges ont permis également de trouver les voies et moyens pour la reprise de la coopération décentralisée Île-de-France-Caille. Dans la situation actuelle particulière de crise dans laquelle a été plongé le Mali, nous avons mis en avant comme premier élément la question de l'appui institutionnel. Il nous semble que à la fois dans le processus de décentralisation et dans la situation particulière de la région de Caille dans le Mali, le rôle qu'elle a joué est un rôle important de ce point de vue-là, et nous pensons que les questions institutionnelles et le renforcement institutionnel et administratif dans les régions est un élément important. L'occasion était bonne pour le Conseil régional de Caille de passer en revue son comité de suivi des accords de coopération région Île-de-France et région de Caille, une coopération vieille de 20 ans. Nous avons vu au cours de cette revue les points faibles des conventions que nous avons signées, mais également les acquis
qui sont très très nombreux, comme vous le savez, parce que c'est des domaines variés et multiples. Un autre temps fort de cette visite de la délégation française a été la rencontre avec les entrepreneurs. Le ressort de leur rencontre, qu'un accent particulier doit être mis sur les secteurs productifs, notamment l'agriculture, l'élevage, l'industrie, le commerce et l'artisanat. Et pour atteindre ces objectifs, le Conseil régional doit s'appuyer sur un modèle de développement économique endogène basé sur la valorisation des ressources locales. Une délégation du programme Gestion décentralisée des forêts du Sahel ECO et les élus des régions de Koulikoro, Mopti, Sikasso et Ségou étaient en conclave dans la commune rurale de Salankoro d'Itoumou. C'était pour échanger leurs expériences en matière de gestion décentralisée des ressources. Envoyés spéciaux à Guibou Koulibaly, Aliou Bekone. Le programme Gestion décentralisée des forêts GDFOR a initié des visites d'échange d'expériences de gestion participative intercommunale et intercollectivité. C'est fort des résultats constatés lors de cette visite que les responsables du programme GDFOR et de Sahel ECO ont pris l'initiative de faire voir par les acteurs des régions de Sikasso, Ségou et Mopti les réalisations de la commune rurale de Salankoro d'Itoumou. Pendant les 2 jours, ils ont échangé par rapport à leur expérience dans leur zone d'origine, notamment à Ségou et puis à Mopti, et les expériences d'appui que GDFOR a fait à la commune de Salankoro d'Itoumou. J'ai compris aujourd'hui que GDFOR a pu éveiller la conscience de ses partenaires par rapport à la gestion décentralisée des ressources naturelles et qui sont, après l'éveil de conscience, ils se sont engagés dans un processus d'apprentissage. Les visiteurs du jour ont été émerveillés par les réalisations de GDFOR dans la commune rurale de Salankoro d'Itoumou. On a vu les collectivités assumer toutes leurs responsabilités, ce qui montre déjà que les transferts de compétences et des ressources peut être opérationnel. Nous sommes convaincus en dupliquant cette pratique dans les autres collectivités, ça va faciliter l'assumation des collectivités pour la gestion des ressources naturelles. Le programme GDFOR est conçu pour assurer la continuité des initiatives d'appui au transfert de compétences en matière de gestion des ressources forestières. Retour à Bamako, les étudiants et les professeurs scientifiques étaient en conclave hier dans l'amphithéâtre de la Faculté des sciences et techniques FAST. C'est à la faveur d'une conférence grand public animée par le professeur de physique Dioula Bagayoko. Les détails avec Cheikh Oumar Sangari. Durant 60 minutes d'affilée, le professeur distingué de physique à l'Université Sud dans l'État de la Louisiane aux États-Unis d'Amérique a exposé sur le thème « Science et technologie et chacun de nous, évitons la course vers un passé révolu ». Le professeur a insisté sur la nécessité de remédier au déséquilibre entre les filières scientifiques et littéraires au niveau supérieur de notre enseignement. Le rapport de 2004 du Conseil interacadémique est une feuille de route complète et claire qui détaille ce que tout pays doit faire pour développer et maintenir la capacité de science et de technologie. Et il se trouve que cette capacité, de mon point de vue, et d'après des études sérieuses, est en fait la capacité des capacités de développement. Cela est vrai non seulement pour le produit intérieur brut, mais il est vrai également pour le développement humain. Les questions posées par l'assistant sont portées sur la problématique de la transformation de nos produits agricoles, la loi de la performance humaine, la réforme académique avec le système LMD et autres. À toutes ces questions, le conférencier a apporté des éclaircissements. Nous sommes toujours contents et heureux de recevoir des chercheurs du niveau du professeur Dioula Bagayoko. L'animation apportée à nos activités pédagogiques ordinaires se passe de tout commentaire. Deuxième du genre, cette conférence grand public entre dans le cadre du projet Top 10. Le professeur Dioula Bagayoko a plus de 170 publications scientifiques à son actif. Il est chevalier de l'ordre du mérite national du Mali.
Clôture ce matin au Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Bala Faseke Kouyaté de la formation des différents corps de métiers du cinéma et de l'audiovisuel. La formation qui a duré 4 semaines était axée autour de 5 modules pour la réalisation d'un film. Le projet est une initiative de l'Union nationale des cinéastes du Mali en collaboration avec le Centre national de la cinématographie du Mali, l'ORTM, l'Agence nationale de communication pour le développement et le conservatoire. Reportage de Modibo Soiré. Le cinéma malien manque aujourd'hui des ressources et des dynamiques de développement. En tout cas, c'est le constat des professionnels du 7e art dans notre pays. C'est pour remettre donc le secteur sur orbite que l'Union nationale des cinéastes du Mali et ses partenaires ont initié cette formation afin de positionner les techniciens maliens dans la production cinématographique pour affronter le marché international. Nous avons initié la formation parce que le besoin y est. Le besoin y est dans la mesure où nous faisons tout le temps recours à des techniciens de l'extérieur, ce qui gonfle le budget de nos films. On s'est dit, tiens, il est temps vraiment d'initier, de former nos propres techniciens. Premier d'une série de formations, cet atelier qui a regroupé 22 participants vise à renforcer les capacités humaines et techniques dans plusieurs domaines du cinéma. Il s'agit bien évidemment de l'écriture des scénarios, de la réalisation de films de fiction, des documentaires, de la prise de vue, de la prise de son, du montage et de la production. Avec cette attestation et cette formation des mois, je me sens suffisamment outillée pour mettre en œuvre tous les projets de production que j'ai. Cette formation nous a permis de renforcer notre professionnalisme vis-à-vis de l'audiovisuel, parce que ça fait des années que nous sommes des professionnels, on fait la caméra, mais la formation nous a démontré que cadrer un cinéma et les news qui est notre quotidien, il y a une très grande différence. À l'issue de la cérémonie, des attestations ont été décernées à tous les participants de ce premier atelier de formation sur les métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Cet atelier de formation de 30 jours, qui n'est que le début d'un cursus que nous voulons pérenniser à travers un mécanisme évolutif qui répondra à toutes les exigences requises. Mon département s'engagera à vos côtés à travers une politique qui permettra de créer les conditions d'une véritable promotion de nos images au niveau national, sous-régional et international. Auparavant, l'assistance a eu droit à la projection de 4 courts-métrages réalisés par les stagiaires pendant la formation. 2 fictions et 2 documentaires, des productions supervisées par 14 formateurs. Sport, football en clôture de la 23e journée du championnat national Ligue 1. Le CSK a relevé la tête en disposant de la lanterne rouge Atar Club de Kidal, 4-0. Auparavant, le leader, le stade malien de Bamako, continuait de survoler les débats après sa victoire 2-1 sur l'ASP. Le résumé de ces 2 rencontres avec Siragato Sissi. C'est une équipe du stade malien de Bamako remaniée à 99% qui se présente face à l'ASB relégable au vu de son rang 15e. Les Blancs ont tourné en rond autour de leur proie avant de sourire juste à la mi-temps. Moussa Diawara, sur un centre au cordeau, trouve Bakary Koulibaly devançant la sortie du gardien. 1-0. Loin de rassurer ses supporters, le stade malien de Bamako tombe dans la facilité à l'entame de la seconde période. Mamadou Kouyaté, le jeune milieu de l'ASB, transperce la défense stadiste et trompe Ibrahim Bosso Munkoro. 1-1. Stade malien Tenaye opte pour l'offensive avec les entrées de 3 cadres. Cheikh Mohamed Cherif Doumbia, Abdoulaye Sissoko et Lamine Diawara. L'ASB perd finalement le contrôle du match. Abdoulaye Sissoko offre aux Blancs le but de la victoire à la 86e minute. On s'intéresse au match Atar Club de Kidal CSK. Si les Kidalois sont presque en 2e division, le CSK 11e au coup d'envoi est en sursis. Les centristes ouvrent le score à la 23e minute par Aboubakar I. Tungara. La deuxième mi-temps vire au rouge pour Atar Club de Kidal. Mohamed Keita 47e, Tidjane Koulibaly 62e et Adama Keita 79e se transmettent le témoin pour les 2e, 3e et 4e buts du CSK. Avec ce succès, les Boys du CSK 27 points se rapprochent de la première moitié du tableau. Atar Club de Kidal, la plus mauvaise défense, 50 buts encaissés et la plus mauvaise attaque, 11 buts inscrits en 23 journées,
vient de noter dans son registre sa 17e défaite de la saison. Tout à l'heure, l'interview de la semaine s'intéresse au secteur de l'orpaillage traditionnel qui mérite d'être mieux organisé dans l'intérêt de tous. Le gouvernement a d'ailleurs pris la décision de fermer temporairement les sites concernés et des mesures seront prises à cet effet. C'est le ministre des Mines qui l'annonce. Le docteur Amadou Babassi est l'invité aujourd'hui de l'interview de la semaine. Un entretien dirigé par Yaya Konaté à suivre après ce journal qui s'achève. Merci de l'avoir suivi. Demain, pour les informations retrouvées dans la matinée, Aïssata Ibrahim Maïga et le soir, Aoué Touré. Je vous invite à visiter notre site www.ortm.ml. Bonne suite de programme à toutes et à tous.